Ce super sabre, le Starfighter F-104 que vous venez de voir décoller et que vous voyez voler, on en a beaucoup parlé ces jours derniers dans les journaux. C'est l'avion américain qui a supplanté notre Mirage 3 français dans le cœur des Allemands. C'est un signe des temps. L'objectif, ce n'est plus aujourd'hui le cœur de l'Allemagne, c'est celui des Allemands. Tout évolue, pas seulement l'aviation. Si ce super sabre a figuré au début de notre émission, précédant les plus modernes des réacteurs ou des turbopropulseurs que vous allez voir se succéder, c'est que ce sabre, même s'il n'est pas le plus beau jour de notre vie, a une valeur de symbole. Il prouve une chose, que très rapidement l'aviation française s'est mise au niveau, pour ne pas dire à la hauteur, des aviations étrangères, puisque c'est entre un avion français et un avion américain que les acheteurs éventuels hésitent. Notre propos est donc de vous démontrer que les avions français n'ont rien à envier aux plus modernes des avions étrangers, dont vous voyez ici quelques échantillons. De vous démontrer aussi que ces avions vont vite, aussi vite que la technique, vous le saviez, mais que les hommes ont de la difficulté à s'adapter, à suivre le mouvement, et que pour cette raison, l'amortissement commercial d'un appareil comme celui que vous voyez voler en ce moment est de plus en plus problématique. Enfin, que ces avions, qui sont militaires à l'origine, ne demandent qu'à prouver qu'ils sont dignes de devenir civils, que l'armée de l'air est le banc d'essai héroïque souvent et indispensable toujours de l'aviation commerciale, bref que les Boeing 707, les Comet, les Tupolev ou les Caravelle n'ont été possibles que grâce aux ouragans, aux MiG, aux vampires et aux sabres. En attendant, c'est un véritable match poursuite entre les nations, à des vitesses supersoniques, que nous sommes invités à assister. Il s'agit pour la France non pas de suivre le mouvement, mais de le créer. Ce n'est pas une habitude à prendre, c'est une habitude à garder. Vous avez su que dernièrement, la compagnie américaine TWA s'était déclarée prête à liquider tout son personnel plutôt que de se résoudre à augmenter ce personnel. Car le problème de l'avion à réaction, qui est un problème technique, a aussi de redoutables interférences économiques. La France, pour tenir son rôle dans ce débat, vient de jeter dans la compétition le dernier né de ces avions, le Mirage 3. Le Mirage 3 qui, bientôt peut-être, sur les lignes commerciales, succédera à Caravelle. Le Mirage 3 n'est qu'une étape. Il est le dernier né d'une longue et merveilleuse histoire. L'histoire d'un grand constructeur français, Marcel Dassault. Une histoire qui est jalonnée par des noms et par des images qui sont déjà populaires, puisque cette histoire commence avant la guerre de 1939 par le Dassault 315. Après le Dassault 315, l'ouragan, après l'ouragan, le Mystère 2, puis le Mystère 4, et puis le Super Mystère dont nous reparlerons en détail dans un instant. Mais l'avion, avant tout, c'est un moteur, et l'histoire des moteurs
C'est à Melun-Villaroche qu'Étienne Laloux va nous la raconter. Ici, Melun-Villaroche, à 40 km de Paris. Nous sommes actuellement au centre d'essai de la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avion, la célèbre SNECMA, et nous allons vous présenter maintenant un petit cours de sciences amusantes et illustrées sur les moteurs d'avion. Grâce à l'obligeance de la SNECMA, dont le directeur des relations extérieures, M. Rodil, va répondre à ma première question, qui est d'abord, est-ce que le moteur à piston classique a toujours été le moteur des avions? Oui, c'est effectivement le moteur à piston qui a fait faire ses premiers pas à l'aviation. Et j'ai ici, pour vous faire voir, le moteur, un des premiers moteurs à l'aviation, le moteur numéro de 80 chevaux. De quelle époque? Oh, il est vers 1914. Ah oui. Il était surnommé à l'époque communément surnommé rototo. Parce qu'il est rotatif. Parce qu'il est rotatif, vous voyez, c'est l'ensemble des cylindres qui tournent pour des questions de refroidissement. Mais sans ça, c'est le même principe que le moteur d'automobile. C'est le même principe, il y a des pistons, un embiellage, un carter, Quel est le rôle d'un moteur dans un avion? Ça paraît une question stupide, mais il y a bien des gens qui ne le savent pas. Bien, le rôle d'un moteur, c'est de propulser l'avion, et le principe de la propulsion, c'est de prendre une certaine quantité d'air à l'avant et de rejeter cet air à l'arrière en l'accélérant. Cette fonction est assurée dans le cas des moteurs à piston et même des turbopropulseurs par une hélice. Oui. Ce qui limite la vitesse de ces propulseurs aux environs de 700 à 750 km à l'heure. En somme, on fait un peu comme fait le nageur qui prend de l'air, de l'eau l'eau et qui la renvoie en arrière. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on demande avant tout à un moteur d'avion? Eh bien, sa première qualité, c'est évidemment d'être léger. Pour qu'il puisse décoller, il faut évidemment qu'il soit le plus léger possible, c'est-à-dire qu'il ait une puissance massique la plus élevée possible. Il faut également qu'il ait une face frontale assez réduite, de manière à ce qu'il ne traîne pas trop. Alors, est-ce que celui-ci était léger? Là, celui-ci faisait 80 chevaux, il faisait 130 kg, c'est-à-dire un poids spécifique, c'est-à-dire le cheval pesait 1,6 kg. Et maintenant? Eh bien maintenant, dans les moteurs modernes, tels que le moteur Hercules, que vous voyez actuellement au banc d'essai, ce moteur fait 2100 chevaux, il pèse environ 1000 kg, par conséquent il a un poids spécifique d'environ 0,5, c'est-à-dire environ 3 fois moins que celui-ci. C'est un gros progrès. Et sur quel avion est monté le moteur Hercules? Ce moteur Hercules est monté sur le Nord Atlas, l'avion cargo Nord Atlas, bimoteur, construit par la société Nord Aviation et qui est distribué à l'armée de l'air et également très apprécié à l'exportation. Est-ce que nous pouvons dire, M. Rodil, que nous assistons à l'agonie du moteur à piston, que ce sont ces dernières années qu'il vit? L'agonie, peut-être pas complètement, parce que, évidemment, les bureaux d'études ont cessé d'étudier les gros moteurs à piston. On continue à étudier les petits moteurs à piston dans les bureaux d'études pour le tourisme. Mais il est évidemment talonné par le turbopropulseur qui, lui, a une puissance massique beaucoup plus élevée, permet de faire des éléments de 4 ou 5 000 chapeaux très facilement. Et que nous allons aller voir, mais avant, je vais vous demander de nous faire assister à un essai, puisque nous sommes ici, au banc d'essai de l'Hercules. Je vais vous demander de nous faire tourner pour nous le moteur et de nous le présenter. Oui, très volontiers. Voici, nous avons actuellement un moteur Hercules au banc qui tourne au ralenti aux environs de 800 tours. Je vais vous demander de le mettre à la puissance de décollage pour faire un point. Faites un peu en croisière maintenant. Voilà. Si vous voulez annoncer les paramètres maintenant pour faire l'essai. 125 pièces de 1400 tours. Allez, 7 à l'huile. 18 à la manche. 180, oculaire. Voilà, 180. Monsieur Schaeffer, ingénieur d'Air France, est spécialiste du moteur DART, c'est-à-dire de la turbopropulsion. Je vais vous demander, monsieur, de nous présenter votre moteur et nous dire d'abord quel est le principe de la turbopropulsion. Le principe de la turbopropulsion, c'est un moteur entièrement en mouvement rotatif, c'est-à-dire qu'il y a la même différence entre le moteur à piston et celui-là qu'entre le moteur à piston à vapeur
et les turbines à vapeur des bateaux. C'est-à-dire qu'on a supprimé les cylindres, Voilà. les pistons, on n'a plus que des turbines Exactement, et on des n'a pièces plus qui que des tournent. turbines et des pièces qui tournent. Est-ce que vous voulez nous présenter rapidement les Alors, pièces de ce moteur? les principales parties de ce moteur, ce sont l'hélice, l'entrée d'air, le réducteur, premier étage de compresseur, un deuxième étage de compresseur, les chambres de combustion, les turbines et au bout la sortie d'air. Et quel est le La poids d'un sortie moteur d'échappement. comme celui-là? Un moteur comme ça pèse 515 kg. Est-ce que vous pouvez nous montrer dans le détail comment il fonctionne? Oui, si vous voulez, nous avons des pièces ici. L'air rentre à l'avant, passe par un premier étage de compresseur, s'échappe à l'extérieur, revient à l'intérieur, s'échappe à l'extérieur du deuxième étage, de là est envoyé dans des chambres de combustion, où par un injecteur on injecte du pétrole. Ce pétrole est enflammé, et les gaz enflammés agissent sur les turbines, sur deux étages de turbines, qui produisent une certaine puissance. Et il n'y a pas de poussée extérieure? Et alors la poussée extérieure est pratiquement zéro. Alors la puissance recueillie sur ces deux turbines, qui est de l'ordre d'environ 4500 chevaux, est retransmise par cette arme, et une partie est absorbée par les deux compresseurs pour les faire tourner, et il en reste un tiers, soit 1400 chevaux exactement, qui est retransmise à l'hélice pour tirer l'avion. Donc finalement, la turbine sert de nouveau à faire tourner l'hélice. Elle sert à faire tourner l'hélice, qui n'est pas le cas du turboréacteur turboréacteur, où c'est la poussée, elle, qui... Et est-ce que vous pouvez nous faire fonctionner un de ces moteurs? Je n'ai pas de moteur sous la main, mais nous avons une maquette ici qui nous représente approximativement le fonctionnement intérieur d'un moteur. Je suis maintenant avec M. Joanneau, qui est chef du directeur de coordination d'études, chef du département de coordination d'études à SNECMA, et nous sommes au milieu de pièces détachées de l'ATAR 9. C'est-à-dire que nous entrons dans le chapitre de la turboréaction. Quelle est la différence entre la turbopropulsion et la turboréaction? Bien, vous venez d'entendre parler du turbopropulseur. Le turbopropulseur a sa vitesse limite sur avion à 700 km/h. La suppression d'hélice sur turboréacteur permet à ce turboréacteur de propulser l'avion à une vitesse de l'ordre de 2,5 fois celle du son. Ah oui, ça fait tout de même un progrès considérable. C'est un progrès considérable. Est-ce que vous pouvez nous montrer sur un schéma comment fonctionne un réacteur? Voici une coupe schématique du réacteur. En avant le compresseur, ensuite la chambre de combustion, la turbine, le canal de post-combustion et la tuyère. Je vais vous montrer maintenant quelques pièces de ce réacteur. Vous avez ici le compresseur, la chambre de combustion et la turbine. Le compresseur se compose de 9 étages d'aubage, rotor, stator. Ces 9 étages absorbent 67 kg/s d'air. Le comprime à 5,75 fois la pression. Ça fait une pression extraordinaire à l'intérieur. Une grosse pression. L'air est porté à la température de 230 degrés. Ensuite, il y a une injection de carburant qui porte la combustion à 870 degrés, détente dans la turbine. La vitesse des gaz donne donc une poussée, puisque la poussée est le produit du débit par la vitesse de sortie. Oui, et est-ce que vous pouvez nous préciser maintenant ce qu'on fait de ces gaz qui sortent? Parce que je crois qu'il y a dans l'ATAR 9 une spécialité. Dans le cas de l'ATAR 8, ces gaz donnent leur propre propulsion, c'est ce qui sert à l'étendard 4 marine. Pour le Mirage 3, qui est équipé de l'ATAR 9, on complète cette poussée par un apport supplémentaire de carburant, utilisant l'oxygène restant de la première combustion. C'est-à-dire qu'on brûle l'oxygène. C'est une post-combustion. Et c'est ça qui donne la flamme qu'on aperçoit. Et c'est ça qui donne la flamme qu'on aperçoit. Alors ce moteur, est-ce que nous pouvons le voir tourner? Eh bien oui, si vous voulez me suivre. Au banc d'essai. Au banc d'essai.
poste de pilotage, commande du turboréacteur. Par la fenêtre vitrée ici, vous apercevez le réacteur. Voici les commandes, bouton de démarrage, régime, indication de régime, indication de poussée. Ici, vous avez un levier unique qui vous commande toutes les phases des régimes du réacteur. Avec cette manette unique, Avec cette manette unique, vous commandez tout. Vous commandez la mise en route du réacteur, son décollage sans post-combustion, ensuite allumage de la post-combustion, et ensuite plein gaz post-combustion. Alors que nous pouvons assister à un essai maintenant. Nous pouvons assister à un essai, s'il vous plaît. Bon, on appuie sur le bouton de démarrage. Le réacteur prend son régime, ralentit. Le pilote pousse la manette jusqu'au décollage sans post-combustion. Et nous commençons à entendre du bruit. Et nous commençons à entendre du bruit. Alors nous avons une caméra dans la cabine. Qu'est-ce qui s'y passe là? Pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'on ne peut pas voir. Mais dès l'allumage de la post-combustion, que je vais vous signaler, vous verrez la tuyère s'ouvrir. Pour le moment, il y a simplement beaucoup de bruit et des remous d'air. Oui. Vous allez avoir l'allumage de la post-combustion. Elle est signalée par un constat d'allumage, une lampe qui s'allume. Vous l'avez demandé, là, la post-combustion? Allumez la post-combustion, la post-combustion est allumée, la tuyère s'ouvre. On voit une flamme déjà. Oui. Qui est encore pâle, mais qui prend plus en Quelques plus. mouvements de post-combustion, s'il vous plaît. Quelques mouvements de post-combustion, vous verrez la tuyère s'ouvrir et se fermer. C'est une des libertés de notre post-combustion de pouvoir fonctionner entre son ralenti et son plein gaz post-combustion. Je crois que maintenant, on a bien vu la post-combustion avec toutes les possibilités de réglage. Cette flamme atteint quelle longueur quand le moteur est en 20-30 mètres à peu près. Ah oui. Donc, voulez-vous réduire, s'il vous plaît? Nous sommes maintenant post-combustion éteinte. Vous voyez la tuyère se fermer. Oui. Et maintenant, on réduit le moteur. Et on va pouvoir commencer à s'entendre. Et pour moi, l'ATAR, c'était déjà quelque chose qui volait. Je me souviens de ce qu'on appelait l'ATAR volant. Ah, vous voulez sans doute parler de l'ATAR volant qui a fait sa démonstration au Bourget lors du salon de... Et que j'avais vu à ce moment-là. Oui. Et dont le pilote était Auguste Morel. Auguste Morel qui était dans cet appareil extraordinaire que vous voyez là, qui a un peu l'air d'une sauterelle, qui a fait une démonstration en montant. À quelle hauteur, Auguste Morel? Environ 200 mètres. Et puis ensuite, une fois arrivé à ces 200 mètres, un vol stationnaire et ensuite retour au terrain d'atterrissage. L'ATAR volant était un type d'ATAR vertical permettant d'étudier le décollage et l'atterrissage à la verticale. Et actuellement, nous continuons sur des versions plus évoluées. Vous êtes le premier à avoir piloté cet avion? Oui. Comment est-ce qu'on est là-dedans? Parce qu'en somme, il n'y a qu'un moteur, non? Il reste une place pour le pilote? Non, c'est très confortable. Il y a un fauteuil de président directeur général. On est bien là-dedans? Oui, très confortable. Le bruit que nous avons entendu ici aux essais, vous ne l'entendez pas? Non, il existe un peu de bruit et on a un contact plus intime avec la nature que sur les autres appareils. Ah oui. Évidemment, vous n'alliez pas très vite. Non, c'était un appareil lent, mais... Est-ce que les nouveaux essais cherchent à donner de la vitesse à cet avion? C'est ça, actuellement nous travaillons sur le coléoptère, qui est une machine qui doit atteindre des vitesses beaucoup plus importantes. Et quel est le principe du coléoptère alors? Eh bien, c'est un avion avec une aile annulaire qui peut décoller à la verticale, passer en vol horizontal, faire des pointes de vitesse assez importantes et se reposer à la verticale. Comment est-ce que c'est fabriqué? Il y a le moteur que nous avons vu, le moteur de l'ATAR. C'est ça. Et puis comment est l'avion? Autour est une aile annulaire et 4 pieds qui sont des pieds d'atterrissage. C'est un côté futuriste extraordinaire, cet avion. J'ai l'impression un peu d'une soucoupe volante, un peu d'une forteresse. Nous espérons. Vous allez le conduire? Je pense, oui, je suis prévu pour... Et qu'est-ce que vous ferez avec? Des essais vite ou... Eh bien, nous essaierons de faire des essais vite, oui, dans cette catégorie. Vous l'avez déjà vu au banc d'essai, bien sûr? Oui, il est actuellement en cours de mise au point. Il vous plaît? Oui, et nous pensons voler dans un avenir proche. Le mariage du moteur dont vous a parlé Étienne Laloux et de l'avion, c'est ici, dans cette salle de montage de Mérignac, qu'il se fait. Et je pense qu'il faut dégager dès à présent la notion essentielle, c'est que l'avion ultramoderne, l'avion à réaction ultramoderne n'est plus maintenant un phénomène exceptionnel. C'est un phénomène courant et on sort ici des avions en série. L'avion que l'on sort en série est le Super Mystère B2. Cet avion, pour le moment, au début de la chaîne de montage, Monsieur Curval, directeur du groupe d'usine de Mérignac, va nous dire qu'il n'est en réalité que ce petit bout de tuyau, ce petit tunnel, ce petit morceau de fuselage de rien du tout. C'est ici que ça commence, ce montage. Oui, en effet. C'est le premier stage du montage. Il s'agit pour nous, à ce moment-là, de monter l'empennage sur la partie arrière du fuselage. C'est ça.
J'ai l'impression, Monsieur Curval, que c'est un travail de précision, enfin c'est un travail d'horloger, le métier d'ouvrier spécialisé dans l'aviation. Oui, parce que les tuyauteries, les assemblages partiels comportent les tuyauteries, l'assemblage des tuyauteries, l'assemblage des circuits électriques. Et il faut évidemment que ce soit précis et que nous contrôlions chaque assemblage partiel. C'est ça. Nous avons quitté alors ce petit morceau d'empennage arrière, de fuselage arrière, pour continuer le long de la chaîne de montage. Il y a combien de stades dans le montage du Super Mystère B2? Eh bien, dans la chaîne du Super Mystère B2, nous avons 11 stades. Oui. Vous venez de voir le premier, et 11 stades sont suffisants, étant donné les cadences que nous avons. Pour sortir un avion complet. Dites-moi, je suis en arrêt, là, en extase, en admiration devant cette gueule de requin qui est l'avant du Super Mystère. Est-ce qu'il y a une relation entre le requin et le Super Mystère, et est-ce que les constructeurs, les ingénieurs contemporains se sont inspirés de ce profil aérodynamique idéal qui est le profil du requin qui date des époques préhistoriques? Eh bien, je crois que la forme du requin est extrêmement adaptée, et comme il se trouve qu'au-dessus de la vitesse du son, les phénomènes d'écoulement sont à peu près les mêmes pour le liquide ou pour l'air. La résistance de l'air est comparable à celle de l'eau d'une certaine vitesse. Donc à ce moment-là, on retrouve les mêmes formes. Bon, cette gueule de requin grande ouverte, il va falloir plus tard, au stade ultérieur, la remplir avec tous les appareils compliqués qui font l'avion moderne. Mais nous voici maintenant à un nouveau stade de la fabrication. Je crois que c'est ici que l'on est en train de poser les ailes. Oui, c'est le deuxième stade donc, de montage, et l'opération ici consiste à fixer les ailes sur le fuselage. Oui. Alors l'opération est assez facile, l'opération de montage est assez facile, une ferrure piano facilite grandement le montage. Oui, je crois d'ailleurs qu'une des caractéristiques de l'appareil, c'est que les ailes et toutes les pièces sont interchangeables. C'est ça, tous les éléments sont interchangeables et les opérations de montage sont donc faciles. Oui, nous laissons donc maintenant l'avant du Super Mystère pour nous diriger. Je crois qu'il y a 5 semaines d'opération de montage. Oui, pendant le cycle de l'avion, 5 semaines au montage et 3 semaines à la piste. Bon, alors nous brûlons les étapes et nous nous dirigeons vers le stade suivant, qui est le stade où l'on joint les deux bouts de cet avion en réaction. L'arrière et l'avant sont non pas soudés, mais boulonnés. C'est ça, l'assemblage est fait. Et l'avion se présente actuellement presque assemblé totalement. Oui, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, le montage qui permet cet assemblage est évidemment des formes spéciales. Il s'agit pour nous maintenant de mettre l'avion sur un chariot qui permettra le roulement et les manutentions en chaîne. C'est-à-dire que cette chaîne travaille assez rapidement et que lorsqu'il y a un incident qui retarde un appareil, cet appareil ne retarde pas toute la chaîne. On peut le transporter. Et alors le même instrument, enfin les palans et le monorail qui existent au-dessus de la chaîne, permettent, lorsqu'un avion est aberrant, lorsque nous sommes arrêtés pour une raison ou pour une autre, permettent d'enlever l'avion de la chaîne et de faire passer et de continuer les opérations sur les autres avions qui sont à la chaîne. Monsieur Curval, je voudrais vous demander combien l'industrie aéronautique française emploie d'ouvriers d'une façon générale. Eh bien, je crois que d'après les dernières statistiques que j'ai vues, je crois que l'ensemble de l'industrie, cellules, moteurs, équipements, emploie de l'ordre de 55 000 personnes. Donc en admettant que les productifs sont 60%, que les improductifs sont 60% des productifs, ceci correspond probablement à une quarantaine de mille ouvriers. Bon, je pense que c'est dire assez l'importance sur le plan économique de la construction aéronautique contemporaine. Je voudrais également, pour donner à nos téléspectateurs une idée de la complexité de tous les mécanismes qui sont enfermés dans ce tuyau qui est un avion à réaction, je voudrais que vous nous disiez combien il y a de kilomètres de câbles et combien de kilomètres de tuyauterie. Eh bien, les câbles électriques, le total est de l'ordre de 7 km et le total des tuyauteries est de l'ordre de 1500 mètres. Ce qui évidemment correspond à un joli paquet. Oui. Et je pense, enfin vous me l'avez dit, je le pense avec d'autant plus d'assurance, que les tuyauteries sont installées d'un côté de l'appareil, tandis que les câbles sont installés de l'autre côté. Oui, et ceci est très important pour la maintenance. D'autre part, vous pouvez voir sur les fuselages des portes de visite et qui rendent l'accessibilité très facile.
Et il est évident que le fait d'avoir l'électricité d'un côté et les tuyauteries de l'autre facilite grandement les opérations de maintenance. Eh bien, Monsieur Curval, nous avons déjà dégagé deux notions. La notion de travail en série pour la construction de cet appareil à réaction. La notion également de finition dans le travail qui caractérise, enfin, qui est une illustration de ce qu'on a appelé, de ce qu'on peut toujours appeler la méthode française qui s'exerce maintenant sur les inventions contemporaines. Je crois qu'il y a une autre notion à dégager, c'est la notion souci de la sécurité pour les hommes et enfin, on peut le dire, primauté de l'homme sur la machine. Oui, alors il est évident que, tout au moins dans la zone atlantique, tous les avions sont conçus un peu de la même façon et on tient très grand compte de la sécurité. Et tous les organes, cette complexité vient de ce que la plupart des organes et tous les organes sont doublés. C'est-à-dire que l'on perd un petit peu, on augmente un peu le poids, on augmente un peu le poids, mais au moins on a une sécurité qu'on n'aurait pas dans l'autre cas. Eh bien, vous me rassurez tellement, Monsieur Curval, que je vais vous demander l'autorisation de monter au poste de pilotage, avec l'illusion pendant quelques secondes d'être devenu pilote de Super Mystère. Je crois d'ailleurs que ce Super Mystère-là est encore en cours de montage. Est-ce que je peux me prendre la liberté? Merci. Voilà. Accès facile et un tableau de bord qui est aussi complexe que l'ensemble des tableaux de bord de tous les avions qui soient à réaction ou pas. Il y a la parachute, poignée parachute, qu'est-ce que c'est? C'est la poignée qui permet de larguer le parachute de frein. Et ce parachute largué au moment de l'atterrissage diminue l'effort de freinage et économise les freins. Quelles sont les performances du Super Mystère B2? Eh bien, le B2 dépasse un Mach, c'est-à-dire dépasse la vitesse du son en palier, c'est-à-dire 1250 km à l'heure, et en piqué, dans nos épreuves de réception, nous atteignons couramment un Mach et demi, c'est-à-dire 1800 à l'heure. Est-ce que cet avion qui équipe l'armée française, qui a été acheté également en assez grand nombre par les Indiens, est-ce que cet avion supporte la comparaison avec les étrangers? Cet avion supporte parfaitement la comparaison avec les étrangers et je pense que sa manutention, la possibilité de la maintenance est très aisée. Bon, je vous remercie, Monsieur Curval. Je remarque également qu'il y a un siège éjectable. Invention dont on pourrait faire profiter un certain nombre d'administrations. Et je vous demande la permission de continuer maintenant la visite du bâtiment montage avec une rapidité qui n'est pas comparable à celle du son, mais je pense qu'il importe d'aller assez vite pour aboutir maintenant à cette étape qui est importante. C'est le mariage du moteur et de l'avion. Oui, ici, à ce stade-là, nous montons le réacteur. Il s'agit de l'ATAR, qui est un réacteur français, de conception française. On va le faire glisser dans le... Et alors, le montage est évidemment préparé et facilité parce que à l'intérieur du fuselage, et vous le voyez, il y a une glissière qui permet la mise en place parfaite du réacteur et rapide. C'est-à-dire que tout est fait très rationnellement, tout est étudié, le moindre geste est prévu. Vous avez dit que c'était un moteur français, je crois quand même que c'est là un détail sur lequel il faut insister. Non seulement l'avion est français dans sa conception, dans sa réalisation, mais encore dans sa propulsion. Oui, et pour nous, il est très important d'avoir un réacteur français, un réacteur français puissant. Alors, je crois que c'est l'élément qui, pour vous, est le plus garant de l'avenir, c'est que les Français qui avaient construit, qu'au point de vue cellules sont, disons, au moins, enfin, on peut le dire un peu supérieurs aux autres, sur le plan moteur, sont en train de prendre le retard qu'ils avaient. Oui, et je crois que ça c'est extrêmement important. Bon, Monsieur Curval, je vous remercie de cette visite rapide. Nous avons fait en quelques minutes ce que l'on fait en principe en 5 semaines. Nous aboutissons maintenant au Super Mystère B2. Pratiquement terminé. Je dis pratiquement terminé car au bout de ces 5 semaines, s'il quitte ce bâtiment qui est le bâtiment montage, le Super Mystère va dans un autre bâtiment, le bâtiment piste, où il va être soumis à différents essais. Oui, tout le cycle des essais reste à faire et c'est ce cycle qui s'étale sur 3 semaines. Notion contrôle aussi, il faut insister sur le soin que l'on met à contrôler toutes ces opérations. Oui, et bien par exemple, nous avons un stade où nous passons 4000 litres de carburant dans les tuyauteries de kérosène. Oui. Et nous avons 2 buts. Le premier, vérifier certains débits, mais le deuxième, être certain que nos circulations sont parfaitement propres. Je vous remercie, Monsieur Curval, de tous ces détails et de l'obligeance que vous avez mis à nous faire visiter ce bâtiment montage du Super Mystère B2. Et voilà, nous avons terminé cette visite du bâtiment montage du Super Mystère B2. Et nous le laissons partir maintenant vers le bâtiment piste, où pendant 3 semaines, il va rester entre les mains des contrôleurs avant d'être livré à celle du pilote qui le réceptionnera. Car l'avion n'en a pas terminé avec les contrôles, il va être décortiqué, il va être étudié, testé.
Et il ne faut pas oublier non plus que cet instrument de vol ultra moderne qu'est le Super Mystère V2 est aussi un instrument de combat ultra moderne. Toutes les armes qu'il cache dans ses flancs vont être essayées au stand de tir. Il y a encore 3 grandes semaines de patience, 3 grandes semaines de vie terrestre pour le Super Mystère V2 avant la grande minute de l'envol. Nous allons le laisser aux mains des contrôleurs et nous allons profiter du répit qu'ils nous donnent pour rendre visite au bâtiment le plus mystérieux de cette usine de Mérignac, le bâtiment où l'on prépare les avions de demain, le bâtiment des prototypes. Et nous voici dans le bâtiment prototype, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, dans ce musée de l'hétéroclite et de la pièce détachée, où vont naître les monstres de demain, ceux qui sont appelés à crever, bien sûr, le mur du son, ça devient banal, mais à crever aussi le mur de la chaleur. Et je voudrais demander à Serge Dassault, qui est le directeur des essais en vol de la maison Marcel Dassault, de nous dire quels sont les principes qui dirigent la maison Marcel Dassault dans le choix de ces prototypes. Eh bien, nous essayons avant tout de faire des avions à usage multiple, à missions différentes. La France est un pays qu'on peut dire pauvre, qui ne peut pas se payer des avions de types différents, comme l'Amérique, et nous devons, avec un seul avion, pratiquement faire des missions de plusieurs avions. C'est ce que nous avons voulu réaliser en fabriquant l'étendard 4, le Mirage 3 et 415. C'est ça, monsieur Dassault. Il y a autour de nous pas mal de bruit, comme dans tout bâtiment où l'on travaille, et il y a pas mal d'agitation, ce qui suppose que l'on est en train de préparer les prototypes de demain. Quels sont-ils, l'étendard 4, vous avez dit? Oui, alors ici, nous sommes dans le hangar où se prépare l'étendard 4 Marine 02. Oui. Le 01 ayant volant depuis le mois de mai. Je crois que nos téléspectateurs ont déjà vu voler cet étendard 4 il y a 2 ans au Salon de l'Aviation. Oui, c'était le prototype actuel, c'était l'étendard 401. De l'étendard 401, on a dérivé un avion pour la marine, oui. Avec des dispositifs hypersustentateurs améliorés. Oui. Et actuellement, vous voyez ici la pré-série qui est en cours de montage. Bon, est-ce que je peux vous demander l'autorisation d'aller demander quelques renseignements sur cet étendard 4, un de ceux qui est bien placé pour en parler, c'est-à-dire un de ses pilotes d'essai, le commandant Boudier. Oui, je crois qu'il est là. Merci, monsieur Dassault. Le commandant, justement, est là en train de regarder avec beaucoup d'attention. Bonjour, commandant. Je pense que nos téléspectateurs vous reconnaissent. Voulez-vous vous approcher un peu, commandant, ici, et me dire si tous les pilotes d'essai suivent, comme vous, la préparation d'un prototype? C'est préférable. Il faut toujours connaître son enfant autant que possible. Quelles sont les performances de l'étendard que vous avez fait voler déjà il y a 2 ans avec Saget? Je crois que vous étiez... l'étendard, oui, j'ai volé sur l'étendard 4R et l'étendard 4 Marine 01, prototype, c'est mon camarade, mon jeune camarade Saget qui en a fait le plus gros de la mise au point. Je tiens à l'en féliciter publiquement, il s'est très bien défendu. Et voici ici le 02 qui va voler très prochainement. C'est un avion destiné au porte-avions de la Marine nationale, éventuellement de marines étrangères d'ailleurs. C'est le Clémenceau, le Clémenceau, qui est supersonique en palier et qui présente cette caractéristique quand même intéressante de pouvoir apponter à des vitesses analogues aux anciens avions genre Aquilon. Il a des performances à basse vitesse remarquables et c'est tout l'intérêt de cette machine qui va à la fois très vite, qui grimpe très haut. Et qui se pose quand même à des vitesses d'autrefois, pourrait-on dire. Écoutez, commandant, moi je m'excuse de ramener un peu notre conversation sur le plan humain, mais je me demande si vous n'avez pas un peu d'appréhension à vous confier à cet appareil. On peut appeler ça un avion? Non, pas encore. En jargon de métier, ça s'appelle un tas de ferraille, en l'honneur du nom d'avion après le premier vol. Bon, bien dans ce tas de ferraille, vous allez quand même vous installer dans combien de temps? Dans quelques semaines? Oh, 1 mois environ. Et dépasser la vitesse du son? Bien sûr, c'est devenu classique maintenant. Commandant, c'est devenu classique pour vous, mais c'est un sujet d'admiration pour nous. L'autre des prototypes qui est en cours de fabrication ici, c'est le premier avion français à turbopropulsion. C'est le Dassault 415 et je vois, monsieur Dassault, que vous vous intéressez beaucoup à cette pré-maquette, enfin à ce dessin. Oui, c'est la maquette de vraie grandeur de l'avion 415, qui est un transport à turbopropulseur battant et qui doit emporter 8 passagers à 2500 km à 500 km à l'heure. N'oublions pas que ces
c'est l'état-major qui commande, enfin, c'est l'armée qui Oui, cet commande. avion correspond à un programme de l'armée de l'air. Il peut d'ailleurs utiliser aussi bien en appui, d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez ces instruments barbares, Oui. que pour le transport de passagers ou l'école de pilotage et navigation. C'est ça. Alors je crois que vous illustrez ce que nous avons dit au début de cette émission. C'est l'aviation, l'armée de l'air qui défriche le terrain en ce qui concerne les prototypes, et c'est l'aviation commerciale qui profite de l'expérience de l'armée de l'air. Enfin, les deux expériences se poursuivent. Oui, c'est exact, parce que quand nous aurons fait cet avion pour l'armée de l'air, nous pourrons certainement le vendre pour l'aviation civile. Bon, Monsieur Dassault, nous arrivons maintenant au sujet qui nous intéresse en priorité au cours de ce reportage rapide chez vous à Bordeaux, à Mérignac. C'est le Mirage 3. Avion dont on a beaucoup parlé dernièrement, surtout à cause de la compétition qu'il y a eu avec l'avion américain, le Starfighter. Oui, je sais que là, nous n'avons pas eu de chance, mais je pense que rien n'est définitif. Et nous espérons bien que notre avion s'imposera à tous par sa qualité. Bon, écoutez, nous souhaitons que vous arriviez, que cette qualité, que le Mirage 3 arrivera à convaincre les Allemands. Nous souhaitons qu'il y ait quelques Allemands qui voient maintenant ce que peu de personnes ont vu, c'est-à-dire le Mirage 3, avant le vol, se préparant à prendre l'air et se préparant à passer 2 fois la vitesse du son. Voici ce Mirage 3, alors que les ingénieurs et ceux qui l'ont construit le contrôle une dernière fois avant le vol. C'est ça, alors je regrette qu'aujourd'hui Roland Glavany ne soit pas là pour parler de son avion, mais il est aujourd'hui à Istres où il effectue des vols d'essai et il est peut-être en train en ce moment de faire Mach 2. À Mach 2. Je voudrais justement vous poser cette question. Cet avion Mirage 3, le dernier né des usines Marcel Dassault, vient de réussir 2 fois la vitesse du son, c'est-à-dire Mach 2. Le Super Mystère que nous avons vu monter tout à l'heure a réussi Mach 1. Le Super Mystère est un prototype qui date de combien de temps? Eh bien, le premier vol du premier Super Mystère s'est effectué le 1er mars 1955. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans et demi, et qu'en 3 ans et demi, vous avez doublé les performances des avions que vous sortez. C'est ça. On peut dire que au début, en 1947, les avions faisaient un Mach de 75. On a dû passer à peu près 8 ans pour passer de 75 à 1. Et maintenant, en 3 ans, nous sommes passés de 1 à 2. Alors, vous, monsieur, qui êtes constructeur, est-ce que vous n'êtes pas effrayé par les progrès, la rapidité des progrès de l'aviation? Oui, les vitesses augmentent très vite, mais de même qu'il y a eu un mur du son sur lequel les avions se sont heurtés pendant un certain temps, il y a maintenant le mur de la chaleur qui pose des problèmes technologiques très ardus et que nous devons maintenant résoudre et qui peuvent nous faire piétiner, disons, sur Mach 2 pendant un certain temps. Quand on dit piétiner chez Marcel Dassault, ça veut dire piétiner à une allure record, on va très vite et on ne piétine pas longtemps. L'exemple du Super Mystère et du Mirage 3 est le plus éloquent que nous puissions fournir. De Mach 1 il y a 3 ans et demi, on est passé à Mach 2 aujourd'hui. Eh bien, monsieur Dassault, je vais vous laisser le soin de commenter ce vol du Mirage 3, l'avion, je crois, qui est le dernier né de l'industrie aéronautique française. Nous allons le voir voler, passer la vitesse du son, et je crois qu'il faudra que vous fassiez un commentaire suffisamment rapide pour n'être pas dépassé par les événements. Alors vous voyez ici l'avion avec tout son armement qui est au sol, il y a l'engin qui est au milieu et de chaque côté nous avions disposé les bombes. Ici c'est le radar d'Istres qui tourne et qui permet de savoir exactement où les avions se trouvent. Alors actuellement vous voyez l'entrée d'air. Là, ce sont des mécaniciens, Roland Glavany, qui monte dans son avion pour effectuer son vol d'essai. Le mécanicien qui monte à côté de lui et qui le prépare, qui enlève toutes les sécurités du vol, celle du siège éjectable, celle de la cabine éjectable, et qui aide le pilote à s'installer, à mettre son oxygène, et qui l'aide à fermer sa cabine. Voici le pilote qui est prêt dans son avion. L'arrière de l'avion. Et là, on devrait voir le jet du réacteur qui soulève les cailloux. Voici le nez de l'appareil, les mécaniciens. Et le pilote essaye ses gouvernes de voilure. Ceux-ci sont les aérofreins qui se lèvent. Et aussi, de nouveau, les gouvernes que l'on appelle des élevons, qui permettent à la fois de manœuvrer l'avion en profondeur et gauchissement. On voit ici l'avion qui décolle de la piste 10 et qui prend de la vitesse et qui monte. Voici le tableau de bord avec d'une part l'altimètre et le machmètre qui est à gauche.
l'avion qui est en train de prendre de l'altitude. Et voici le Mach-mètre qui indique ici le nombre de Mach de 1,9 tel que l'a réalisé Glavany il y a 15 jours. L'avion était en léger virage. Et voici le Mach 2 qui est presque, qui approche, qui est réalisé et qui est même légèrement dépassé. On voit même ici que le Mach-mètre ne peut pas aller plus loin que 2, ce qui fait que nous devrons très rapidement remplacer cet équipement. On peut voir ici que l'avion a des lignes très pures, il a une dérive assez grande. Voici encore le Mach 2 que l'avion atteint. On le voit ici en configuration lisse, mais l'avion peut emporter sous la voilure un certain nombre d'armements, des bombes, des bidons et des engins. L'équipement que vous voyez à droite sur la planche de bord avec une aiguille qui décrit rapidement des cercles est l'altimètre. Et on voit ici l'altimètre qui varie rapidement. L'avion est en descente et à gauche, vous voyez le nombre de Mach qui diminue. L'avion est en décélération. On voit ici l'avion qui s'éloigne dans un piquet et qui disparaît peu à peu dans les nuages. Le Mach continue à diminuer, il atteint maintenant Mach 1. La grande aiguille fait 1000 pieds par tour. Et voici de nouveau la piste 10, le Mirage 3 atterrit. Et son parachute d'atterrissage se déploie, ce qui lui permet de s'arrêter à une distance de 700 mètres depuis le début de piste. Voilà l'avion qui est tracté après son vol et que tous les mécaniciens accompagnent pour le ramener dans sa maison. Nous avons repris contact avec le sol, commandant Boudier, et j'avoue que c'est assez impressionnant d'avoir vu ces aiguilles marquer 2 fois la vitesse du son. Performance remarquable. Mais maintenant, je voudrais vous demander des nouvelles du Super Mystère dont nous avons suivi la naissance, l'évolution. On a assisté à la fabrication de ce très bel avion, et vous allez maintenant le voir voler, et c'est mon grand ancien et grand ami Daniel Rastel qui va exécuter pour vous ce vol. C'est le pilote d'essai de la maison d'assaut qui va se monter à bord du Super Mystère et qui va le faire décoller. C'est ce qu'on appelle le vol de réception. Daniel Rastel, que voici d'ailleurs, est je crois un ancien pilote d'essai. C'est un très ancien et très prestigieux pilote d'essai. Oui. Et le voici qui monte à bord de la cabine de pilotage, qui va s'installer, poser le casque vraisemblablement sur sa tête et qui va également mettre devant sa bouche le masque à oxygène. C'est Daniel Rastel. J'ai l'impression qu'il doit avoir quand même... On a toujours un petit serrement de cœur, non, quand on fait une opération pareille Non, c'est l'habitude. C'est la voix de Daniel Rastel qui me répond, c'est l'habitude. Ça vous fait absolument rien lorsque vous montez à bord d'un avion que vous êtes chargé de réceptionner, de faire voler, non? Ça me fait plaisir, oui. Ça vous fait plaisir, oui. Pour vous, c'est resté une perpétuelle découverte, l'aviation. Ah oui. Vous volez depuis longtemps, monsieur Rastel? Pas mal de temps. Pas mal de temps. On peut dire enfin, que vous avez connu toutes sortes d'avions et que ça, quand même, il y a une évolution considérable de cet avion en réaction en partant des premiers avions que vous avez connus. Oui. Vous avez 2 pilotes d'essai alors pour essayer le Super Mystère B2. Voici un autre qui prend place. Non, ça c'est mon fils. Ça. Comment votre fils? Vous faites voler votre fils en même temps? Oui, il ne vole pas avec moi. Il était au centre d'essai à Mont-de-Marsan, au centre d'essai militaire de Mont-de-Marsan. Et alors là, on se trouve tous les deux ensemble parce que il était à Bordeaux ce jour-là. Et alors, on a profité du même moment où on volait, de l'opportunité, pour faire un décollage ensemble. Et alors, pour être gentil avec la télé, on a fait une petite patrouille ensemble. Bon, eh bien, écoutez, nous voulons trouver dans ces images, monsieur Rastel, le symbole de ce qu'est l'aviation contemporaine. La technique a évolué avec une vitesse considérable, mais je crois qu'on peut dire que l'homme a évolué aussi rapidement que la technique, et l'homme n'est absolument pas dépassé par la machine. Et dans le symbole de la famille Rastel, le père pilote d'essai et le fils pilote utilisant l'appareil qu'a essayé son père, il y a là tout un symbole qui résume assez bien ce que nous avons voulu démontrer dans cette émission. Vous voici tous les deux. Oui, nous avons profité, je vous dis, du jour où on volait ensemble pour faire une petite patrouille, pour
s'amuser un peu, quoi. Oui, et puis alors, vous voyez, maintenant, là, eh bien, nous partons chacun faire notre travail, moi faire mon vol, et puis alors mon fils faire le sien. Et alors, on s'est donné rendez-vous à 20 000 pieds au-dessus du terrain pour se reposer ensemble. Voilà, pour donner des nouvelles de la famille. On se repose tous les deux ensemble. Vous parlez en radio lorsque vous êtes en vol tous les deux? Ah oui, c'est pour ça qu'on arrive à se retrouver d'ailleurs. Parce qu'on se trouve au-dessus du terrain. À quelle altitude au-dessus du terrain? Oh, bah, ça dépend des nuages, 10 000 pieds, 20 000 pieds. Eh bien, la télévision qui vous a donné l'occasion de vous rencontrer à 10 000 pieds au-dessus des nuages vous donne également l'occasion de vous retrouver sur ce terrain de Mérignac. Voici Max Rastel, le fils, pilote militaire, et voici Daniel Rastel, le père, pilote d'essai de la maison d'assaut depuis fort longtemps. Il ne veut pas nous dire la date, ça n'a aucune importance puisque le nom des Rastel se perpétue et que le fils Rastel marche brillamment sur les traces de son père. Il aurait même tendance à les dépasser un petit peu si j'en juge d'après les images que nous avons vues, non? Oui, j'espère. C'est vous qui lui avez donné le goût de l'aviation, monsieur? Oh, bah vous savez, il a eu tout seul, lui, le goût de l'aviation. Enfin, il a vu son père et puis ça lui a suffi, non? Ouais. Bon, et Max Rastel, vous avez l'intention de continuer et de devenir pilote d'essai également? J'ai l'intention de continuer, évidemment, mais seulement pour le moment je commence. Oui, vous commencez. Ça passera encore pas mal d'années avant d'arriver à réaliser ce qu'il a fait. Bon, en tout cas, je crois que ces paroles des Rastel sont la meilleure conclusion que nous puissions apporter à cette émission, parce que le temps nous presse un petit peu et qu'il faut aller maintenant presque à la vitesse du son, ou dépasser si possible. Chez les Rastel, l'aviation est une affaire de famille. De père en fils, on pilote les avions les plus modernes. Je suppose que le petit-fils Rastel continuera à piloter les avions de la maison Marcel Dassault. Il existe déjà? Oui. Bon, il faut déjà le mettre sur le terrain. Et que nous trouvons ici l'image la plus éloquente de ce qu'est l'aviation française. Une aviation française qui, malgré tout, toujours et au premier rang, continue.